Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours sur la thermodynamique statistique et sur l'étude très importante du système à deux niveaux. Donc on va considérer ici une assemblée de n particules indépendantes et discernables au contact d'un thermostat à la température T. À la température T et ne pouvant prendre, et chacune des particules ne peut prendre que deux valeurs d'énergie, E min égale moins epsilon et E max égale plus epsilon. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça peut modéliser, ce type de système? Exemple de modélisation. Le cas le plus classique, c'est un électron, par exemple, qui a deux valeurs possibles de spin, ce qui est son moment cinétique orbital, dans un champ B. Alors, on a montré un peu plus tôt dans l'année que l'énergie potentielle pour un moment magnétique, c'était moins m scalaire B. Et donc, pour un électron, le moment, il vaut grosso modo mu B fois une constante. Et donc, ici, on aurait soit moins mb, ou soit plus mb, selon le sens de m, ici. Donc, ça nous donnerait deux valeurs possibles d'énergie, exactement comme ce qu'on vient de voir ici. Et pourquoi il est important le système à deux niveaux? Parce que même pour un système à plusieurs niveaux, eh bien, il s'avère que parfois les niveaux augmentent avec les niveaux d'énergie augmentent avec n, E1, E2, E3, etc. Par exemple, le puits quantique, on a n carré fois E1, donc ça a tendance à augmenter assez vite l'énergie. Et donc parfois, on peut se limiter. On peut parfois se limiter selon la valeur de KBT aux deux premiers niveaux. D'où l'importance du système à deux niveaux. Donc maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir déterminer la probabilité qu'une particule accède aux deux niveaux. Et donc je vais appeler P- et P+ les probabilités. Donc on a que P- va être égal à 1 sur Z exponentielle de moins bêta E-. Je vais les appeler E- et plutôt que E min et E+, je vais les appeler E- et E+, plutôt que E min et E max, pardon. Et donc ça va me donner 1 sur Z exponentielle de moins bêta fois moins epsilon, c'est-à-dire 1 sur Z exponentielle de bêta epsilon. Avec Z, je vous rappelle, qui est la condition de normalisation, qui est égale à la somme sur mu des exponentielles moins bêta E mu. Donc ici, j'ai deux niveaux d'énergie possibles. J'ai donc exponentielle de moins bêta E moins plus exponentielle de moins bêta E plus, ce qui me fait exponentielle de bêta epsilon plus exponentielle de moins bêta epsilon. Et donc j'en déduis que P- va être égal à exponentielle de bêta epsilon divisé par exponentielle de bêta epsilon plus exponentielle de moins bêta epsilon. Alors, peut-être que certains ont reconnu un cosinus hyperbolique au dénominateur. Pour l'instant, je ne le fais pas apparaître de suite, dans la mesure où je vais prendre les limites basse température et haute température dans la suite, et que parfois, ce n'est pas toujours évident de connaître les limites du CH. On pourrait également multiplier par exponentielle de moins bêta epsilon pour simplifier l'écriture. Et je vous rappelle, je viens de m'apercevoir que je ne l'ai pas redit, mais j'ai posé bêta qui est égal à 1 sur KBT ici, et que je vais utiliser partout dans la suite pour alléger un petit peu les écritures. Donc de même, je n'ai pas besoin, je pense, de tout refaire. De même, P+, c'est exponentielle de moins bêta E+ sur Z. Z est évidemment commune à chacune des probabilités, et donc j'ai P+ égale exponentielle moins bêta epsilon divisé par exponentielle bêta epsilon plus exponentielle de moins bêta epsilon. Voilà. Et donc on peut déjà regarder les limites, basse température et haute température. Donc basse température,
je vous rappelle que ça consiste à considérer que KBT est très petit devant epsilon. Autrement dit que 1 sur bêta est très petit devant epsilon. Autrement dit que bêta epsilon est très grand devant 1. De même, haute température, ça consiste à considérer KBT très grand devant epsilon. Autrement dit, 1 sur bêta très grand devant epsilon. Autrement dit, bêta epsilon très petit devant 1. Donc maintenant, si je regarde les limites basse température, je vais noter BT. J'ai bêta epsilon qui est très grand devant 1. Et donc, je vais garder uniquement les termes exponentiels exponentielle bêta epsilon. Et donc, je vais avoir P- qui tend vers 1 et P+ qui tend vers 0. De même, en haute température, j'ai bêta epsilon très petit devant 1. Cette fois-ci, exponentielle de bêta epsilon, on va pouvoir dire que c'est à peu près 1. Et donc, je vais me retrouver avec P- qui est égal à 1,5. Puisque exponentielle de moins bêta epsilon, je peux aussi dire que c'est à peu près 1. Et P+ qui est égal à 1,5. Donc là, on trouve une parfaite cohérence. Si on est à très basse température, on n'a pas assez d'énergie pour passer d'un niveau à l'autre, malgré les fluctuations. Donc ça, c'est KBT très petit devant epsilon. Alors en vrai, ici, ce serait devant 2 epsilon, en réalité. Même, puisque ici, l'écart entre les deux, c'est entre moins epsilon et epsilon. Et donc, je suis incapable de passer du niveau bas au niveau haut. Et de même, à haute température, on peut très facilement, ça c'est la basse température, à haute température, on peut très facilement passer d'un niveau à l'autre, d'où le fait que la probabilité soit de l'ordre de 1,5 pour chacun des niveaux. Donc ça, ce sont les probas. Maintenant, on peut en déduire les populations moyennes. Donc ce qu'on appelle les populations moyennes, c'est le nombre moyen de particules dans chaque niveau. Et ça, bon, c'est assez facile à calculer. On a le nombre moyen n bar dans le niveau plus, qui est égal tout simplement à n fois p+, qui est donc égal à n fois exponentielle de moins bêta epsilon divisé par exponentielle de bêta epsilon plus exponentielle de moins bêta epsilon. Et le nombre moyen dans le niveau du bas, c'est n fois p-. C'est donc n exponentielle de bêta epsilon divisé par exponentielle bêta epsilon plus exponentielle moins bêta epsilon. Et donc, on a déjà regardé les limites dans la question d'avant sur les probabilités. Donc, il y a juste à multiplier par n. Donc, à basse température, n bar plus va être égal à 0. Et n bar moins va être égal à n. Et à haute température, n bar plus va être égal à n sur 2. Et n moins va être égal à n sur 2. Donc, finalement, on a un nombre moyen qui va converger ici vers n sur 2 en fonction de la température. Donc ça, c'est n. Donc au départ, elles sont toutes dans le niveau du bas. Donc on va tracer n-. Et ensuite, ça tend vers n sur 2 à mesure que la température est suffisamment grande. Et n+, au départ, on n'en a pas du tout qui sont dans le niveau du bas. Et au bout d'une certaine limite, ça c'est la haute température. Ça c'est KBT très très grande devant 2 epsilon. Ici, on a n sur 2 pour chacun des niveaux. Alors, notion très importante, la notion d'énergie moyenne, qui va nous permettre ensuite de calculer la capacité thermique. Donc ici, il faut simplement qu'on commence pour une particule. Donc pour une particule, on va déjà déterminer l'énergie moyenne. Je vais l'appeler epsilon bar. Eh bien, c'est la somme sur mu des epsilon mu, des e mu, finalement, p mu, par définition. Et donc, ça va être égal, dans le niveau du bas, l'énergie moins epsilon fois exponentielle de plus bêta epsilon sur la somme des exponentielles. C'est epsilon ici. Et dans le niveau du haut, eh bien, l'énergie, c'est epsilon, mais la probabilité, c'est exponentielle moins bêta epsilon. Pardon. Donc, voilà ce qu'on trouve. On peut factoriser par moins epsilon.
ce qui va me faire apparaître exponentielle bêta epsilon moins exponentielle moins bêta epsilon, divisé par exponentielle bêta epsilon plus exponentielle moins bêta epsilon. Et là, il est très tentant de faire apparaître des fonctions hyperboliques. On reconnaît en haut un 2sh bêta epsilon et en bas un 2ch bêta epsilon, si bien que le quotient sh sur ch me fait apparaître une tangente hyperbolique. Et donc, on trouve que l'énergie moyenne, c'est moins epsilon, tangente hyperbolique de bêta epsilon. Ça, c'est pour une particule. Et maintenant, pour le système de n particules, eh bien, on a comme propriété que, comme elles sont indépendantes, l'énergie moyenne du système, c'est n fois l'énergie moyenne d'une particule, et donc c'est égal à moins n epsilon, tangente hyperbolique de bêta epsilon. Donc voilà l'énergie moyenne, qui va donc être une fonction hyperbolique. Ce n'est pas forcément évident ici de le concevoir. Et donc, on va regarder encore une fois les limites basse température et haute température. Donc, basse température, je vous rappelle qu'on a dit que bêta epsilon était très très grand devant 1, et haute température, bêta epsilon, très petit devant 1, ici. Donc maintenant, on peut regarder un petit peu les limites. Alors, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la tangente hyperbolique, on peut reprendre la fonction qu'on avait au-dessus sans la tangente hyperbolique et regarder un petit peu les équivalents de ce que ça donne. Donc l'énergie moyenne, c'est moins n epsilon fois exponentielle de bêta epsilon moins exponentielle moins bêta epsilon divisé par exponentielle bêta epsilon moins exponentielle de moins bêta epsilon. Donc aux basses températures, si bêta epsilon est très grand devant 1, on va pouvoir dire que l'exponentielle de moins bêta epsilon tend vers 0. Et donc je vais pouvoir négliger ce terme à basse température. Et donc je me retrouve que l'énergie moyenne à basse température va être égale à moins n epsilon. C'est normal, hein, toutes les particules sont dans le niveau moins. Donc ça, c'est tout à fait cohérent. Et à haute température, eh bien, bêta epsilon est très petit devant 1. Donc ici, on va pouvoir considérer que exponentielle de bêta epsilon est à peu près égale à exponentielle de moins bêta epsilon, c'est-à-dire 1. Et on va se retrouver avec une énergie moyenne à haute température qui vaut 0, tout simplement, puisqu'on a autant dans le niveau plus que dans le niveau moins. Donc finalement, j'ai préparé le graphe de l'énergie moyenne que j'ai divisé par n epsilon, donc j'ai tracé la tangente en fonction de la température. Et donc on observe bien cette limite basse température où tout le monde est en bas, et la limite haute température où là ça tend vers 0. Alors, pas aller assez loin pour voir apparaître le 0, mais voilà l'allure de l'énergie moyenne du système selon le rapport kBt sur epsilon. Donc, vous voyez que si kBt est égal à epsilon, à 2 epsilon, c'est le cas où on peut passer logiquement de l'un à l'autre, puisqu'on a juste assez d'énergie pour passer d'un niveau à l'autre. Eh bien, on a une énergie moyenne qui est proche qui est un peu plus grande que moins n sur 2. Donc on en a quand même une grande partie qui est passée du niveau du bas au niveau du haut, ici, comme on le voit très très bien sur ce graphe. Ok, donc voilà pour l'énergie moyenne. Et donc on va terminer par la notion de ce qu'on appelle la capacité thermique, qui est une notion très importante pour les systèmes, puisqu'elle décrit la manière dont évolue l'énergie avec la température finalement. Et donc par définition, la capacité thermique à volume constant, c'est la dérivée de l'énergie moyenne par rapport à la température à volume constant. C'est ce qu'on a utilisé déjà pour le gaz parfait monatomique et diatomique en première année, en utilisant l'énergie interne du système. Et donc ici, ça nous permet de savoir permet de comprendre comment varie
E bar avec T. Et donc, on a E bar qui est égal à moins n epsilon tangente hyperbolique de bêta epsilon. C'est ce qu'on a obtenu tout à l'heure. Et donc là, je vais faire réapparaître la température, moins n epsilon TH de epsilon sur KBT. Alors, il faut utiliser une propriété de dérivation de la tangente hyperbolique. Un tangente hyperbolique prime, c'est SH prime, c'est SH sur CH prime. C'est donc SH prime CH moins CH prime SH sur CH carré. SH prime c'est CH, donc ça fait CH carré moins CH prime c'est SH carré sur CH carré. Et donc ça fait 1 moins TH carré. Donc finalement, CV, qui est égal à DE bar sur DT, est égal à moins N epsilon, facteur de 1 moins TH carré de epsilon sur KBT, voilà, fois la dérivée de l'argument de la tangente hyperbolique, c'est-à-dire moins epsilon sur KBT carré. Et donc ça me donne que CV est égal à N epsilon carré sur KBT carré, facteur de 1 moins TH carré de epsilon sur KBT. Donc voilà ce que ça me donne ici comme résultat. Et donc on peut de nouveau un petit peu évoquer les limites basse température et haute température. Donc déjà la limite haute température, on va faire tendre T vers KBT très très grand devant epsilon. Donc c'est l'équivalent à prendre T tend vers l'infini, finalement, dans l'écriture précédente. Donc on va se retrouver avec la tangente hyperbolique de 0, ici, qui vaut 0. Et donc on va se retrouver avec CV. La limite quand T tend vers l'infini de CV, ça va être égal à la limite quand T tend vers l'infini de N epsilon carré sur KBT carré, vecteur de 1 moins TH carré de epsilon sur KBT. Ça tend vers 0 à haute température. Et donc ça tend vers 0. Donc CV va tendre vers 0. Et aux basses températures, cette fois-ci, par contre, on va se retrouver avec la limite quand T tend vers 0 de TH carré de epsilon sur KBT. C'est la limite finalement de la tangente en l'infini, donc ça vaut 1. Et donc la limite de CV, quand T tend vers 0, de N epsilon carré sur KBT carré de 1 moins TH carré de epsilon sur KBT, qui va être ici égal également à 0, puisque ça va tendre vers 1 moins 1, égal à 0, ici. Donc finalement, on a un graphe de la capacité thermique qui va ressembler à ça. Ici, avec à haute température et à basse température, CV qui tend vers 0. Et ici, CV qui tend vers 0. Alors là, le sens physique, c'est qu'à basse température, on n'a pas assez d'énergie pour changer de niveau. Donc finalement, la capacité thermique, tout le monde reste à moins n epsilon, donc c'est assez cohérent. Et à haute température, le fait qu'on tombe sur un CV qui tend vers 0, ça nous montre que la température, finalement, n'a plus aucun effet sur les populations. On est passé de n sur 2 et n sur 2 dans chacun des niveaux, donc il n'y a plus d'effet de la température sur les populations. Donc voilà pourquoi la capacité thermique maintenant tend vers 0. L'énergie moyenne est fixée à 0. À très basse température, elle est fixée à moins n epsilon. À très haute température, elle est fixée à 0. Et il n'y a plus de variation de température plus de variation d'énergie avec la température. Alors la dernière petite chose que on va regarder ensemble là-dessus, c'est ce qu'on appelle les fluctuations d'énergie. Donc calculons l'écart quadratique moyen du système, delta E ici,
qui est donc égal à, on va calculer delta E, qui est égal à la racine de E bar carré, E carré bar, pardon, moins E bar carré. Et donc propriété pour n particules indépendantes. Eh bien, on a que delta E au carré, donc la variance finalement de mon système de n particules indépendantes est égale à n fois la variance d'une particule ici. Et donc, avec delta epsilon au carré, qui est donc égal à epsilon carré bar, moins epsilon bar carré, ici. Donc, epsilon bar, on l'a calculé tout à l'heure, c'est moins epsilon th de bêta epsilon. Et delta epsilon et epsilon carré bar, pardon, on va le calculer, hein, c'est la somme sur mu des E mu carré P mu. Et donc ça va être égal à moins epsilon au carré exponentielle bêta epsilon plus epsilon au carré exponentielle de moins bêta epsilon divisé par exponentielle de bêta epsilon plus exponentielle de moins bêta epsilon, qui était notre fonction de partition. Et donc ici, on va se retrouver en fait avec epsilon carré fois exponentielle bêta epsilon plus exponentielle moins bêta epsilon sur exponentielle bêta epsilon plus exponentielle moins bêta epsilon, c'est-à-dire epsilon carré. D'où delta epsilon, le tout au carré, est égal à epsilon carré moins epsilon, je mets epsilon bar au carré, donc moins epsilon carré, th carré de bêta epsilon, et donc delta grand E au carré, qui est égal à n fois delta epsilon au carré, est égal à n epsilon carré, facteur de 1 moins th carré de bêta epsilon. Et en fait, on est très proche de ce résultat, est très proche de ce qu'on a obtenu pour la capacité thermique, puisqu'on a obtenu ça, ici. Et donc, on se retrouve en réalité avec delta E carré. Ben, j'ai le n, j'ai le epsilon carré, j'ai le 1 moins th carré de bêta epsilon. Il me manque juste le kbt carré. Donc, delta E carré est en fait égal à kbt carré fois cv. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un théorème de fluctuation-dissipation. C'est un résultat particulier, on l'a démontré dans un cas particulier, mais d'un résultat général qui s'appelle le théorème de fluctuation-dissipation. Puisque le delta E fait référence aux fluctuations d'énergie, c'est un écart type. Donc ça, ce sont les fluctuations. Ici. Et ça, c'est la réponse. Ici. Et on retrouve le fait que delta E sur E bar se comporte ici comme racine de kb t carré fois racine de cv sur E bar. Cv est extensif. Donc cv se comporte comme n fois, il est proportionnel à n, puisque c'est une grandeur extensive, il est proportionnel au nombre de particules, et E bar également. Donc on en déduit que delta E sur E bar est proportionnel, ce que je représente par mon petit hashtag ici, à racine de n sur n, c'est-à-dire 1 sur racine de n. Donc on retrouve que les fluctuations diminuent quand n augmente. Et on retrouve le caractère quasi certain de la thermo. Pour les systèmes mésoscopiques, pour lesquels on a des nombres de particules de l'ordre de 10 puissance 10, et macroscopiques, évidemment, pour lesquels on a le nombre de particules qui est de l'ordre du nombre d'Avogadro, c'est-à-dire de 10 puissance 23 particules. Donc voilà pour cette vidéo très complète sur le système à deux niveaux. Voilà, j'espère que c'était clair. C'est vraiment la partie que vous devez maîtriser sur la thermodynamique statistique. Vous ne pouvez pas arriver au concours sans maîtriser le système à deux niveaux, puisqu'il y a 9 chances sur 10 que ce soit ce qu'on vous demande.
Donc voilà, apprenez bien par cœur cette partie qu'on vient de traiter ensemble, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.